Salut les petits hippos, oui, j'ai toujours plus de cernes, mais vous aussi, ne mentez pas. On se retrouve pour une petite révision express sur Staline, le petit père des peuples. Staline, c'est un personnage qui a été idolâtré, mais qui a aussi instauré la terreur. Il se faisait appeler le petit père des peuples, mais aussi le Vojt, qui est l'équivalent du Führer en Allemagne, du Duce en Italie et du Caudillo en Espagne. Alors, comment Staline en est venu au stalinisme et a réussi à avoir une emprise sur toute la société? Alors, Staline, il a créé sa propre idéologie, faut le faire, le stalinisme. D'abord, il a étudié au séminaire de Tbilissi de 94 à 99. C'était un élève brillant. Sauf qu'à un moment, il s'est dit on va se retourner contre l'autorité et on va lire des livres interdits et on va entrer dans des réunions où ça parle de sujets interdits. Et c'est là où il va découvrir plein d'influences littéraires, un peu comme Victor Hugo, et ça va développer toutes ses idées révolutionnaires. En décembre 1905, il va découvrir le fameux Lénine en Finlande, qui va être son influence majeure évidemment. Il soutient l'idée que les ouvriers doivent être guidés dans la révolution par des révolutionnaires professionnels, donc lui. Il va lutter pour le bolchevisme et en 1912, il accepte au comité central du parti. Il inscrit sa pensée dans la lignée de Marx, selon laquelle l'État bourgeois exerce une domination sur le prolétariat et qui a besoin d'un nouvel État, un État social. Donc, il va considérer que cet État social, qui doit mener donc normalement au communisme, ne doit pas être dirigé par les prolétaires, mais par des intellectuels, donc professionnels. Il va donc s'inscrire dans ce qu'on appelle le marxisme-léninisme. Donc voilà un peu toutes les origines de son idéologie. Mais ensuite, comment on passe de ce Staline qui est sous le joug de Lénine à l'idéologie qui est le stalinisme? Donc, en 1924, Lénine meurt. Comment on peut remplacer Lénine, une figure qui est charismatique et qui a mené la révolution russe? Il y a des tensions dans le parti. À gauche, on a Léon Trotsky. À droite, on a Boukharine. Au centre, on a Staline. Staline, il est secrétaire général du parti depuis 1922. Donc, logiquement, il se présente un peu comme le meilleur qui puisse reprendre le parti de Lénine. Mais selon Hélène Carrère-Dancos, Staline avait une compréhension aiguë des mécanismes du pouvoir dans la société post-révolutionnaire. Ce qui fait qu'il a réussi à comprendre comment fonctionnait tout ce système et a réussi donc à mieux s'y engouffrer. Il a rassuré les peuples et c'est ce qui est un peu à l'origine de la victoire de Staline. Il arrive ensuite à discréditer ses opposants. Le culte de Lénine devient le sien. Il arrive à se donner cette image d'héritier, pas seulement de Lénine, mais aussi de Marx et d'Engels. Lui, ce qu'il veut, c'est industrialiser, parce que toute la Russie est super en retard sur l'Occident, on y va, donc l'appareil de l'État est centralisé, on exerce la toute-puissance sur tout le prolétariat, et étant donné que le prolétariat est extrêmement nombreux et qu'il est peu instruit, tout le monde le suit. La devise du régime stalinien devient autocratie, nationalité, esprit du parti, qui fait référence en fait au tsarisme. On retrouve aussi ces vestiges du tsarisme dans cette continuité à vouloir un régime impérial. En 1922, il y a la naissance de l'Union soviétique, aka l'URSS. Staline veut faire émerger un homme nouveau. Comme ça, on peut unifier les peuples et être un peu tous pareils en gros. Et en fait, on essaye de briser ce particularisme national. Les frontières sont tout de même préservées, donc on n'est pas dans un empire pré-révolutionnaire. Ensuite, le stalinisme, c'est quoi? Staline, il est hostile à une bureaucratie. Il concentre tous les pouvoirs, c'est un petit groupe très restreint qui tire les ficelles. L'historien Moshe Lewins le qualifie d'ailleurs d'antéchrist de la bureaucratie. Au niveau de la gestion économique, il met fin à la nouvelle politique économique, NEP, qui disait qu'à la fin de la guerre, les petits paysans, ils pouvaient garder pour eux le surplus de production. Mais Staline, vu qu'il voyait qu'ils ont tiré profit, qu'ils étaient en train de s'embourgeoiser, il a fait « Non, 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 moi je veux pas d'embourgeoisement, je veux pas qu'on retourne à une société de classe, c'est fini tout ça ».
Donc il y met fin en 1928. Il veut une organisation économique qui est purement socialiste en fait. Le premier plan quinquennal, qui donne les objectifs de production jusqu'en 1933, dit qu'il y a une nécessité d'industrialisation et une collectivisation complète des terres agricoles. Il y a aussi un rétablissement des salaires au rendement et une augmentation de la durée de travail. Grâce à tout ça, juste avant la Seconde Guerre mondiale, l'URSS devient la troisième plus grande puissance industrielle mondiale. Mais c'est au prix d'une grande paupérisation. Sur le plan culturel, il y a un retour à l'ordre, à une esthétique académique. Donc tout ce qui est un peu nouveau, le futurisme, tout ce qui sort un peu de cette idée de socialisme, hop, ça dégage. En fait, il y a très peu de place à la liberté artistique et on prône cette image de travailleurs qui travaillent dur dans les champs. Sur le plan politique, on efface tous les opposants, on les enferme, on les tue, tout ce que vous voulez. Tout est bon dans le cochon. On a un embrigadement de la jeunesse. Staline veut créer une jeunesse communiste qui assure une société future composée de partisans tous communistes. En fait, on veut sortir l'enfant de la sphère familiale qui pourrait éventuellement donner une autre idéologie que le stalinisme. Donc les enfants sont embrigadés par âge. De 8 à 10 ans, on a les octobréens. De 10 à 14 ans, les pionniers. Et ensuite, de 14 à 25 ans, les komsomols. Il y a des parades d'organisations communistes de jeunesse qui sont organisées et on prône un père unique, le père de la nation, qui est en fait Staline, sortant encore plus l'enfant de la sphère familiale. Les enfants sont donc conditionnés dès leur plus jeune âge. Ensuite, Staline met en place un culte de la personnalité. Il utilise la propagande à foison. La propagande, c'est la transmission d'une doctrine ou d'une idée, ou la création d'un mouvement d'opinion par l'emploi de tous les moyens d'information, de communication. Dans cette propagande, il va y avoir une sacralisation de Lénine. On va exposer le corps de Lénine dans un mausolée sur la place rouge de Moscou, et on va renommer sa ville d'origine Petrograd, Léningrad. Il va y avoir une religiosité laïcisée autour de Lénine. Staline va utiliser beaucoup de moyens pour diffuser son culte de la personnalité, donc l'audiovisuel, la radio, mais le plus important, c'est les affiches. Alors, on est dans une société où il y a 60% d'analphabètes, et il y a beaucoup de dialectes et de langues différentes, régionalisées. C'est pour ça que l'affiche, en fait, c'est quelque chose qui parle à tout le monde. On voit Staline, en gros, il est beau, il est frais, il est juteux, c'est ce qu'on aime. Il va donc aussi beaucoup utiliser le photomontage pour justement montrer cette image d'héritier. En 1937, le journal officiel soviétique, le Pravda, publie une affiche très célèbre, Le grand timonier nous guide. On y voit Staline qui regarde au loin, qui a le gouvernail en main, il conduit la nation comme il le faut. Et c'est avec cette figure du Vogt, donc le guide, qu'il se représente en fait comme guide de la nation. Staline va aussi se représenter comme la Sainte Trinité laïcisée par les caractéristiques comme l'amour, l'omnipotence et l'omniscience. Il va aussi connaître une influence planétaire. À la suite de la Grande Guerre, les traités permettent à certains pays d'avoir une indépendance. Mais en 1918, l'Ukraine, l'Arménie et la Géorgie vont réintégrer la Russie. Il va y avoir création d'un nouvel empire et qui permet de créer un seul et même peuple. Les soviétiques sont donc unifiés. On voit apparaître une russification et une colonisation idéologique. Le 21 août 1939, il va signer le pacte de non-agression avec Hitler, mais malheureusement qui sera rompu après l'opération Barbarossa de 1941 par l'Allemagne. Suite à la Deuxième Guerre mondiale, Staline va apparaître comme un grand gagnant qui a survécu au nazisme, qui a réussi à battre le nazisme, certes au prix de 13 millions d'hommes soviétiques, tout de même. On a commencé à avoir une adoration de Staline, du communisme, dans certaines contrées du monde, notamment en Chine. Et en 1941, des prix Staline, c'est l'équivalent des prix Nobel russes, vont être distribués. Staline il va mettre en place une grosse répression. En 1928, il fait connaître son plan quinquennal qui veut une énorme industrialisation. Donc le salaire des ouvriers est divisé par 2 et ils sont surexploités.
Ça forme une grosse famine en Ukraine de 1932 à 1933 qui fait 6 millions de morts. Il y a des prélèvements massifs sur les productions pour financer des équipements nécessaires à l'industrie. Enfin bref, c'est n'importe quoi. La dékulakisation permet de créer des fermes d'État où sont regroupés les paysans dans des kolkhozs. Il y a aussi le développement de camps de travail forcé avec des villages d'exil et d'exclusion de population. En 25 ans, c'est presque 25 millions de personnes qui y vont, dont 6 millions qui y vont sans passage en justice. En 1932, il déclare qu'on peut écoper de 10 ans de déportation, voire de peine de mort, pour tout vol ou dilapidation de propriété publique, qu'il s'agisse des biens de l'État ou des biens des coopératives ou des kolkhozs. Mais cette année-là, en plus, il y a la famine, donc c'est vraiment la merde. Il y a des cas de cannibalisme pour survivre, il y a des suicides, on peut parler d'un génocide du peuple ukrainien. Staline aussi, il a une police secrète, donc la GPU puis le NKVD. Ça permet de mettre en place un état totalitaire par divers moyens. Donc le culte de la personnalité, le secret entretenu sur les faits et gestes, on travestit la réalité, on fait passer certaines choses pour d'autres choses, on falsifie le passé, on dénonce, on voit des complots partout, il y a une liquidation physique, enfin... Wow, calmez-vous! La police secrète, en fait, c'est un instrument de terreur qui est une alliance entre Staline et la police politique, qui est sous ses ordres. C'est un rôle absolument énorme dans la terreur parce que ça va y avoir des organisations de meurtre collectifs et il va y avoir une surveillance policière perpétuelle parce que Staline est complètement parano. Il voit des ennemis partout, même à l'intérieur. C'est pour ça qu'il va y avoir des épurations très régulièrement. Il va y avoir des déportations, des expropriations des koulaks vers les goulags, et tout ça pour regrouper et éloigner les opposants. Et cette terreur, j'ai déjà un peu dit avant, elle ne s'arrête pas juste à l'extérieur de la sphère politique, parce qu'elle intègre aussi le mur des Kremlins et du parti. Par exemple, sous motif de rechercher l'assassin de Sergei Kirov, il va y avoir plein d'arrestations de personnes qui sont censées être des opposants de Staline. De 1936 à 1938, il va y avoir les grands procès de Moscou, qui vont être les jugements principaux des rivaux politiques. Ils sont quasiment tous tués. Et en fait, toute cette terreur, elle est fondée sur la manipulation, la peur, la méfiance d'autrui. Et il va y avoir beaucoup de dénonciations et on encourage la délation. Donc Staline, il développe un cercle proche qui permet de le renseigner pour que rien ne lui échappe. Il fait des complots partout et il voit des complots partout, en bref. Donc, en gros, pour conclure, la glorification du système stalinien, elle est due à 3 choses. Le culte de la personnalité et tout ce qui est en rapport avec la propagande, la répression avec tous les éléments de terreur, et aussi la réussite économique fulgurante, mais qui était aussi au prix d'une grande paupérisation. Et il va falloir attendre la déstalinisation entamée par Khrouchtchev pour que la réalité de l'URSS stalinienne commence à faire jour. Donc voilà, j'espère que ça t'aura permis de réviser, et moi en même temps ça me fait aussi réviser, du coup c'est cool. Et bonne chance pour les concours.